Bonsoir à tous. Franz Jarry, je suis le directeur général d'ADN West. Je suis ravi de vous voir nombreux aujourd'hui à Digital Change. Donc aujourd'hui, en quelques mots, ADN West, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 600 structures numériques qui adhèrent à ce beau réseau, qui est le plus grand réseau numérique en France. Et on a fondé avec API en 2016 Digital Change, justement pour traiter cette dimension transition numérique essentielle au pays, à la croissance des entreprises. Et aujourd'hui, effectivement, pour en parler, je vais accueillir, alors je vais le tutoyer parce qu'on ne va pas se mentir, je vais accueillir Denis Jacquet, qui est un entrepreneur engagé, très engagé pour les entrepreneurs, qui est aussi président de Parrainer la croissance, qui est aussi fondateur de l'Observatoire de l'ubérisation, qui est aussi directeur d'EduFactory. Et en fait, je vais arrêter là parce que sinon, ça va être super long. Une carte de visite en format A4. Donc, écoutez, je vous demande d'applaudir et d'accueillir Denis Jacquet. Merci. Ça marche. Denis, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup de ta présence. Je vais faire très très court. La transition numérique, c'est parfois rapide, c'est parfois violent, mais tu dis souvent, et je partage ton point de vue, qu'il ne faut pas en avoir peur. Et bien, je pense qu'il faut que tu nous expliques ta vision de pourquoi il ne faut pas en avoir peur, pourquoi il ne faut pas l'observer, mais en être acteur. Et donc, je vais tout de suite te laisser la parole parce que je préfère que le public profite de toi que de moi. Merci de l'accueillir. Merci, Franck. Je vais me mettre à l'abri des sunlights parce qu'on bronze très vite à Nantes et maintenant je comprends pourquoi. D'abord, merci à Franz parce qu'il y a quelques minutes, comme j'ai fait du sport ce matin au lieu d'aller bosser, et avant de venir ici, j'ai mangé un sandwich ici, excellent, au curry. Alors, la particularité du curry, c'est que quand vous ne le voyez pas, vous vous retrouvez avec une pomme de terre jaune sur la joue, et pour faire une conférence, c'est très particulier. Donc grâce à lui, je l'ai enlevé il y a 5 minutes, et ça va vous éviter de vous moquer de moi pendant 1 heure, ce qui est plutôt plus satisfaisant pour moi. Écoutez, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui, de succéder, je crois, à Patrick Drahi, si j'ai bien compris, qui était là tout à l'heure pour vous parler d'un sujet qui est assez amusant, parce que finalement, Patrick, c'est quand même quelqu'un qui aura progressivement réussi à mettre en œuvre le rêve que Jean-Marie Messier avait eu trop tôt et peut-être un peu mal à l'époque du rassemblement du contenu, du contenant, de la fibre, d'un peu tous les moyens qui permettent d'aboutir à Internet, à du contenu, à de l'entertainment, à de l'info, avec aujourd'hui une espèce, alors si vous avez l'occasion d'aller voir dans les nouveaux locaux d'Altis à Paris où il y a BFM, RMC, toutes les radios qu'il a su fusionner avec Alain Veil sur ce truc. C'est un truc absolument hallucinant, et vous avez tous ces couloirs avec toutes ces régies, y compris celle d'I24, la chaîne israélienne qu'il a mis en place il y a quelques années. Et c'est assez impressionnant. Donc on peut dire toujours plein de choses sur tous les entrepreneurs. Ils ont tous leurs qualités, leurs défauts. Lui n'y échappe pas, moi non plus. Mais c'est quand même quelque chose aujourd'hui, quelqu'un qui fait aboutir une vision sur laquelle il travaille depuis une bonne 30aine d'années. Donc il y a des gens qui ont une forme de persévérance, et je pense qu'elle doit être plutôt récompensée. Alors, les 2 gros mots sont lâchés. Les clés de votre transition numérique. Bon, alors je suis venu sans les clés, mais on va parler de la transition numérique. C'est vraiment 2 gros mots, et j'adore les gros mots, donc du coup on va pouvoir les prononcer ensemble. Il n'y a plus de honte. Et donc on va parler de la transition du numérique, de ce qui se prépare, qu'on voit souvent relativement peu, vous et moi, parce que le monde est vaste et il se passe beaucoup de choses invisibles qui sont difficiles à détecter, avec des signaux de moins en moins faibles, mais néanmoins qui restent quand même assez difficiles à capter pour la majorité d'entre nous, parce que ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps de voir ce qui se passe un petit peu partout. Et surtout, je vais le faire avec une illégitimité totale. C'est-à-dire, l'avantage pour moi, c'est de ne vouloir et de ne pouvoir rien comprendre à la technique. La technique ne m'intéresse absolument pas. J'ai aucune prétention sur le sujet. Je suis ravi d'être certainement le plus nullissime des techniciens de l'Internet qui puisse exister. Je ne m'intéresse en aucun cas au comment. La seule chose qui m'intéresse, c'est le pourquoi. À quoi ça sert? À qui ça sert? Et donc, je préfère laisser ce débat à tout un tas de personnes, d'ailleurs, contre qui il n'y a certainement aucune arrogance à essayer de porter, mais
pour moi, ça délimite très vite la capacité d'être actif de celle de rester passif. Pourquoi? Si on se contente d'analyser le comment, en fait, on subit. C'est un acte passif. On essaye de l'organiser, de le comprendre, de le mettre en place, mais pas un seul moment vous vous posez la question de savoir pourquoi vous le faites. Et je trouve que ça, c'est un acte un petit peu refuge, donc certains le prennent comme ça en disant ben, j'y suis pour rien, j'ai juste mis en place. Ça automatise, ça perd éventuellement des jobs, ça change une société, mais ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai juste agi là où on me demandait d'agir, dans mon rôle quotidien, dans ma société. Ce n'est pas mon problème. Bon. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'une partie d'entre nous se mette au comment, hein, se mette au pourquoi, au quoi et à qui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça construit? Quelle société est au bout de cette promesse de cette fameuse transition numérique? Je reviendrai parce que finalement, en y réfléchissant dans le train, de temps en temps, on réfléchit, on essaye en tout cas, ou on fait mine entre deux siestes dans le TGV. On essaie de réfléchir 5 minutes et on s'aperçoit que transition, c'est peut-être finalement pas le terme le plus approprié. Et je vous en proposerai un tout à l'heure. Donc, techniquement, on n'en parlera pas. Il y a des gens certainement brillants sur tous les stands là-bas qui savent très bien expliquer la technique. Moi, ce qui m'a intéressé à l'Observatoire de l'ubérisation, dans ce bouquin qu'on a écrit, qu'on va actualiser maintenant, parce qu'en 2 ans, il est presque devenu obsolète, ce qui est quand même juste hallucinant, moins de 24 mois, c'est vraiment de savoir quelle société on va bâtir à travers ces outils. Quel est le sort des hommes et des femmes qui vont, par leurs utilisations quotidiennes, que vous faites, que je fais, qu'on fait tous, hein, vous et moi. Là, je vous regarde, vous avez l'air pour l'instant très attentif, mais en moyenne, dans 15-20 minutes, une bonne moitié d'entre vous seront déjà en train de pianoter sur un portable. Donc il y avait un commentateur assez marrant, investisseur dans Facebook, etc., qui disait dans le Time que maintenant, effectivement, avant même de se lever, avant des besoins primaires, alors les Américains sont très... rentre dedans, donc il disait avant de pisser le matin, en gros, on commence par allumer son portable. Excusez-moi du terme. Et donc, du coup, ça prend une telle part de notre vie que tous les jours, on change la société par des actes assez anodins, par des consultations assez basiques. On la change de façon monumentale et très peu d'entre nous s'en aperçoivent. En tout cas, ont du mal à s'apercevoir de jusqu'où ça pourrait éventuellement aller. Bon. La troisième chose, c'est qu'il faut qu'on se pose cette question parce que souvent... je connais 1 ou 2 personnes dans la salle à qui mon propos ne plaira pas forcément, mais il faut qu'on se dise les choses. À un moment donné, on a souvent des politiques qui apportent des réponses à des questions qui ne se sont pas posées. Bon. Nous, entrepreneurs, on n'a pas ce loisir-là parce qu'on joue avec notre argent, pas avec celui des autres. Donc à un moment donné, on est obligé de se poser les bonnes questions pour apporter non pas une réponse, mais plusieurs réponses. Des plans B, des plans C, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans ce monde qui est de plus en plus incertain. Donc du coup, il est vraiment très important aujourd'hui que justement la sphère publique, la sphère privée, le politique, l'entrepreneur, les acteurs se réunissent enfin pour définir ce qu'on appelle simplement une vision, c'est-à-dire de savoir ce qu'on veut faire de nos sociétés, d'utiliser ces outils pour construire notre société, non pas la société que nos usages, qui vont plutôt vers des acteurs américains aujourd'hui, mais chinois demain, sont en train de construire. Je suis désolé, je me suis fait des notes, je fais assez rarement ça, mais je voulais, en ce début d'année, essayer de casser mon discours habituel, changer le plan, donc je suis obligé de lire un petit peu. Bon. Transition numérique. Premier élément, de quel monde parlons-nous? Puisqu'on parle de transition, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde A à un monde B. Donc c'est quoi le monde A? Selon moi, hein, ce n'est pas Saint-Thomas, ce n'est pas Saint-Pierre, ce n'est pas Saint-Denis. Quel est le monde selon l'Observatoire de l'ubérisation et ceux qui nous entourent aujourd'hui? Très rapidement, c'est un monde vieillissant. Vous le savez, la France, mais elle est juste représentative de la totalité du monde entier. C'était 42 ans de moyenne d'âge dans les années 70. On est à près de 53 ou 54. L'Europe aura en moyenne 62 ans en 2050, donc le monde vieillit. Deuxième caractéristique, l'endettement. Il s'accroît en permanence. Je ne vous rappellerai pas les événements récents, je pense qu'on est tous assez bassinés par 2 mois d'informations monochromes sur la couleur jaune, donc on va essayer de passer à autre chose aujourd'hui, mais très clairement, on a effectivement aujourd'hui un monde qui s'endette, et à chaque reculade politique, cet endettement s'accroît. Quand on fait un cadeau de 4 milliards, on accepte de s'endetter de façon supplémentaire juste parce que les caméras sont braquées sur des ronds-points chaque semaine. Donc à un moment donné, ce manque de courage politique coûte beaucoup d'argent.
La troisième chose, c'est qu'effectivement, cherchez, regardez sur Internet, dans Quant, pas sur Google, et regardez sur ce moteur de recherche combien d'États occidentaux avaient un endettement supérieur à 30% de leur PIB il y a moins de 30 ans. Presque tous. Cherchez aujourd'hui combien d'États occidentaux ont une dette inférieure à 90% de leur PIB aujourd'hui. Aucun. Donc à un moment donné, et c'est le troisième point, c'est que cette génération vieillissante est celle qui a consommé toutes ses ressources et qui a bloqué pendant très longtemps toutes ces réformes qui fait qu'on les paye aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, à force de mettre les choses sous le tapis, on finit par les découvrir d'une part, et surtout, il faut surtout les payer. Bon. Troisième élément, la productivité. Ça, vous le savez, certains d'entre vous sont dirigeants et dirigeantes d'entreprise. Quand vous regardez toutes les statistiques mondiales aujourd'hui, malheureusement, elles sont assez catastrophiques. La productivité est stagnante ou baissante, y compris, de façon très surprenante, dans les pays qui ont un taux d'automatisation extrêmement fort. Alors ça, c'est très perturbant pour tous ceux d'entre vous qui ont aussi des boîtes, des industries, etc. C'est de voir qu'à un moment donné, effectivement, il y a une espèce de plancher de ciment qu'on n'arrive pas à passer. On a automatisé, on a robotisé, on n'y arrive plus. Et là, le monde est arrivé à un point où la productivité n'arrive plus à augmenter à nouveau, de façon statistique et moyenne. Je ne vous dis pas que certaines de votre boîtes ne les améliorent pas. La quatrième chose, c'est bien évidemment la démographie. Faites des gosses. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Coupez Netflix, faites des enfants. La démographie, c'est la clé de la croissance. Donc je ne vous dis pas de rattraper l'Inde, l'Afrique, etc. Mais faites un petit effort le soir. Un petit geste, une petite fleur, hop, un enfant. Bon. Et donc, bon, excusez-moi. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui retrouver ce modèle qui a bâti le modèle de consommation et de croissance qu'on peut mettre en doute, qu'on peut contester, qu'on peut même détester, mais néanmoins qui aujourd'hui fait que la croissance ne peut pas exister à partir du moment où votre population vieillit et ne se rajeunit plus. Bon. Et donc, encore en France, on n'est pas trop mal, mais regardez l'Allemagne, regardez la Hongrie, regardez la Roumanie, regardez le nombre de pays qui nous entourent, qui ne font plus d'enfants, pas de croissance. Un peu schématique comme explication économique, mais on n'est pas très loin. Dernière chose, et j'arrêterai là par les choses qui fâchent, enfin j'espère en tout cas, c'est effectivement cette incapacité à nouveau, et c'était ça ce mouvement qu'on a vécu 2 ans, c'est pas de se plaindre du présent. Les Français qui se plaignent du présent aujourd'hui ne sont jamais sortis de France. On est certainement le pays le moins pauvre d'Europe, donc je n'arrive pas à comprendre de quoi les gens se plaignent aujourd'hui. Par contre, ce dont ils ont raison de se plaindre, c'est qu'il n'y a pas d'élévation sociale possible dans les pays occidentaux aujourd'hui. Et c'est ça le vrai malaise. Et pas d'élévation sociale encore plus dans les territoires. Donc ça fait 2 facteurs effectivement très inquiétants. Et si je prends que les États-Unis, que j'aime beaucoup, qu'on présente toujours comme un pays extraordinaire, où il y a le plein emploi, une croissance extraordinaire, un président chevelu, extraordinaire. Bon. Mais quand vous regardez bien les États-Unis aujourd'hui, le plein emploi, ça n'existe pas non plus. Il y a 40 ans, aux États-Unis, un Américain qui naissait avait 90 chances sur 100 d'améliorer la condition sociale de la génération qui l'avait précédé. Ce chiffre est de 50% aujourd'hui. On prévoit qu'il sera 30% en 2050. Et c'est le cas pour toutes les sociétés occidentales, y compris dans les méga-cities qu'on nous présente souvent comme le phénomène inéluctable auquel on va devoir s'habituer parce qu'on vivra tous dans des grandes cités. Mais la question est, qu'est-ce qu'on fait des territoires? Donc le territoire, c'est la clé de cette transition numérique. Ce n'est pas que dans les grandes villes que ça va se passer. La question va de savoir non pas ce qu'on fait des territoires, parce que derrière les territoires, il y a un truc insignifiant auquel on ne pense plus jamais, c'est des hommes et des femmes. Donc ces éléments-là, aujourd'hui, c'est un petit peu le constat de ce qu'est notre monde aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on dira ce qu'on veut, et c'est vraiment pas méchant que de le dire, c'est un constat. Ce monde qui vieillit est un monde qui vieillit avec une population qui a bouffé toutes nos ressources pendant 30 ans, qui a voté pour tous ceux qui surtout ne promettaient aucune réforme, pour surtout que les choses ne changent pas, qui ont consommé toute l'énergie de la planète, qui ont accepté tous les déficits, qui ont tout laissé faire pendant 40 ans. Certains dont on retrouve d'ailleurs une partie sur les ronds-points aujourd'hui qui refusent de faire des sacrifices. Mais oui, mais à un moment donné,
quand on a mis un pays au tapis, il faut aussi accepter de contribuer à le remettre debout. Donc, ça peut vous paraître relativement arrogant ou très parisien ce que je vous dis. D'abord, je ne suis pas arrogant, je ne suis pas parisien, je viens d'un milieu modeste, donc je n'ai pas cette espèce de connotation d'incompréhension d'où on vient, de ce que sont la détresse ou la misère des gens. C'est juste une réalité. Et aujourd'hui, qui est l'actionnaire le plus important de la planète? Qui est le plus gros actionnaire de toutes les boîtes du monde? Les retraités. C'est les retraités qui possèdent le monde aujourd'hui. Quand vous regardez toutes les statistiques des pension funds, des caisses de retraite, des grands actionnaires mondiaux, ceux qui aujourd'hui sont les actionnaires des grandes entreprises, qu'on accuse d'être des voraces, vampires, capitalistes, qui détestent l'homme, qui veulent faire que des profits, c'est principalement des pension funds de tous les pays occidentaux, dont la pression est très simple. Chaque mois, ils doivent faire des chèques de salaire à des retraités qui ont cotisé toute leur vie et qui, légitimement, attendent d'avoir une retraite en face. Donc, il y a des moments où il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Et à un moment donné, très longtemps, on a vécu à crédit. Transition numérique, c'est de ce monde dont on vient aujourd'hui. Enfin, alors c'est un petit clin d'œil assez désagréable, mais comme on se tacle régulièrement sur les réseaux sociaux, je vais quand même avoir du mal à y résister aujourd'hui, puisqu'il viendra chez vous demain. Et on a parlé beaucoup de ce mot ces dernières semaines, c'est un monde du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, n'étant plus capable de créer de la croissance, n'ayant pas de démographie, plus d'élévation sociale ou plus basse, une paupérisation des classes moyennes, on a dit, puisqu'on ne sait plus grossir le gâteau, on va le partager en plus petites parts. Voilà. On va réduire le coût de la part. Ouais. Ça s'appelle le pouvoir d'achat. Des prix toujours plus bas. Bon. Et demain, vous aurez certainement le patron des pompes funèbres des prix bas aujourd'hui, qui s'appelle Michel-Édouard Leclerc, qui va s'exprimer devant vous demain après-midi, et qui est certainement plus responsable des Gilets jaunes aujourd'hui que n'importe quel président de la République actuel ou passé. Tous ceux d'entre vous qui sont PME, PMI, agriculteurs, producteurs, qui n'ont eu qu'un seul choix dans les 30 dernières années qui était simple, tu baisses ton prix, tu délocalises ou tu crèves. Si on devait faire un cimetière aujourd'hui des entreprises, des emplois, des gens qui ont perdu leur emploi grâce à cette promesse du prix bas, avec en tête Michel-Édouard Leclerc, la ville de Nantes n'y suffirait pas. Donc aujourd'hui, le fossoyeur en chef de l'économie française a été en partie la grande distribution. Tous les autres font profil bas, il n'y en a qu'un qui la ramène, c'est lui. Donc je suis curieux de savoir ce qu'il va vous raconter demain, parce que tout ce qu'il vous dit est le contraire de ce qu'il fait. Donc, quand il vient faire sur LinkedIn, et je finirai par ça, la semaine dernière, non, il y a 15 jours, un truc en disant quel est ce président de la République qui n'écoute pas les revendications sur le pouvoir d'achat, ça me met hors de moi. Le pouvoir d'achat était le pouvoir d'acheter notre chômage, notre misère, notre détresse et la fin de nos PME et TPE. Ça, c'est vrai. On a acheté pour un prix bas à court terme un chômage à long terme. Cherchez-les, cherchez la filière textile. Là, ce costume qu'on a fait pour mon événement Day One à Monaco, il a été fait par le dernier fabricant de costumes français. Aujourd'hui, même s'ils voulaient relocaliser en France, il n'y a plus une capacité de trouver le moindre ouvrier du textile aujourd'hui. Ils ont tous disparu. Parce qu'à un moment donné, M. Leclerc a dit écoute, fais-moi une chemise à moins de 5 €. Expliquez-moi comment on l'a fait en France. On a juste oublié le petit astérix dans les conditions générales. Derrière un prix bas, il y a un homme et une femme. Donc quand vous donnez plus de valeur aux choses, vous perdez la valeur des hommes et des femmes qui l'accompagnent. Donc cette transition numérique, elle aura intérêt à faire mieux que ce qu'on a fait ces 40 dernières années. Et il ne faut pas que le digital, Amazon en tête, fasse pire que ce qu'on a fait avec la grande distribution. Et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien avoir en tête qu'il y a deux choses différentes. Et c'est la dernière description du monde que je voulais vous offrir. Très rose, très aérienne, très légère, comme vous pouvez le constater. Qui est un monde aussi du monopole. Alors ça, c'est très... Je ne sais pas si ça vous intrigue, vous aussi, ce que vous en pensez, mais regardez aujourd'hui, quelle est la politique d'Amazon ? Vous avez vu, toute la grande distribution dit Amazon, c'est des méchants, il faut les interdire, puis au bout d'un moment, ils bossent avec eux. Alors ils hésitent parfois, un jour c'est Google, le lendemain c'est Amazon, mais en gros, ils se sont vendus à l'un ou à l'autre dans les 8 derniers mois. Je pense que vous avez vu les alliances qui se sont forgées. Et donc, à un moment donné, Amazon a démarré, vous connaissez l'histoire d'Amazon, c'est une réussite entrepreneuriale qui est juste totalement dingue. En tant qu'entrepreneur, c'est juste admirable. Bon,
Après, sur le modèle, il faut voir. Mais en tout cas, ce qui est très marrant, c'est que pour ces boîtes qui sont très libérales, très américaines dans la philosophie et dans la règle du marché, c'est que la seule obsession de la plupart des boîtes du digital aujourd'hui, c'est de devenir des monopoles. Et ça, c'est très surprenant quand on est un entrepreneur comme moi et comme un grand nombre d'entre vous, c'est qu'à un moment donné, on sait que ce qui nous fait vibrer, ce qui nous excite, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait réussir, c'est la compétition. Le fait de gagner, d'être les premiers dans le peloton de tête, de se dépasser, d'innover. Et là, pour des acteurs qui viennent d'une économie super libérale, leur seule obsession, c'est le monopole. Bon. Et donc, Amazon a compris quelque chose de très basique, mais en même temps essentiel, c'est qu'une fois que j'aurai tué toute la concurrence par des prix bas et des prix plus que bas, quand vous prenez Amazon Prime, bon, un petit moment de shame and haine, qui est-ce qui utilise Amazon Prime? Bon, ça, il n'y a pas trop de gens à pendre. Donc, du coup, Amazon Prime, essayez de réfléchir 2 petites minutes à 2 petites choses. Je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais réfléchissez à ces 2 choses. Comme il y a des coupables, il faut quand même que vous fassiez amende honorable et vous rentriez chez vous ce soir en disant « je vais faire une bonne action ». Et après, vous ferez des enfants, au lieu de commander sur Amazon Prime. Vous verrez, c'est beaucoup plus satisfaisant de faire le bonheur du couple que de faire le bonheur de la consommation. On a réussi à nous persuader, vous et moi, que nous livrer rapidement était non seulement une nécessité absolue, mais une source de plaisir commensurable. Je le refais. Commensurable. Bon. Prenons l'exemple d'un bon Parisien que je ne suis pas, qui part le matin à, maintenant qu'il y a 346 km de bouchons grâce à notre grand Anne Hidalgo tous les matins, grosso modo, vous mettez en moyenne 1h30 pour aller à votre bureau qui est à 500 mètres. Bon. Parce qu'il y a des travaux partout, il y a des trous, des chicanes, des trucs que vous n'avez pas vus la veille qui ont été mis là. Bon, bref. Des pistes cyclables pour des gens qui ne cyclent pas, une trottine, enfin bon. Et donc, la mobilité urbaine, nouvelle génération. Ce qui signifie, en clair, réussir à survivre dans cette jungle sans se faire écraser par un scooter en sens interdit, une trottinette en dérapage incontrôlé, une voiture. Et donc, je reviens à mon propos. Vous partez le matin, mais dans vos besoins primaires du matin, une fois assouvis, prends un petit café rapide et léger, vous dites « Vite, il faut que je commande un truc sur Amazon parce que j'ai Amazon Prime. C'est pas cher, il faut que je commande. » Bon. Vous commandez, vous dites « C'est génial Amazon, ouah, dans 1h30, je suis livré. » Vous êtes où dans 1h30? Au volant de votre voiture, dans un métro propre, aérien, aéré, clair et avec beaucoup d'espace autour de vous, vous arrivez au bureau. Vous êtes cadre, donc vous travaillez 35 heures par jour, et donc vous rentrez le soir, vous refaites exactement le même trajet, et surtout pas en covoiturage, parce que ça risquerait de fluidifier les rues. Bon. Donc vous êtes 10 dans 10 voitures, qui ont toutes 8 places, parce que c'est mieux d'avoir un 4x4, et en gros, il y a une personne pour 8 places, vous rentrez chez vous, vous mettez à nouveau 1h30, il est 21h30, votre femme est couchée, vous avez d'ailleurs divorcé, vous ne le savez même pas, vos enfants ne vous reconnaissent pas. Bon. Et là, vous dites « Ah, mon colis Amazon !» Bon. En gros, vous avez cédé à l'idée de « c'est génial, je suis livré en 1h30 » pour toucher un colis que vous allez retrouver 12 heures plus tard au mieux. Et si c'est un bouquin ou un truc dont vous n'avez pas une utilité immédiate, quand est-ce que vous allez le regarder? Le week-end prochain, parce que la semaine, c'est déjà super compliqué. Donc ouvrir le bouquin, ça sera au mieux samedi après-midi. Bon. Ou aux toilettes samedi soir. C'est là où on lit l'essentiel de nos livres. Donc en clair, pour vous faire livrer en 1h30 un produit d'Amazon parce que vous avez payé un abonnement à l'année, vous allez ouvrir votre paquet et utiliser son contenu au mieux une semaine plus tard, alors que vous avez cédé une promesse de livraison en 1h30. Bon. Donc en réalité, le truc c'est que 1, on consomme des choses dont on n'a pas besoin, et 2, on ne les utilise pas dans le temps que nous donne cette promesse. Donc c'est une promesse marketing qui ne sert à rien, mais elle est réelle. Pourquoi ? Parce que Amazon a regardé toutes les statistiques et toute sa data. Quand vous avez Amazon Prime, tant que vous n'êtes pas livré, vous ne recommandez pas statistiquement. Donc plus vite vous êtes livré, plus vite vous réappuyez sur le bouton. Bon. Donc pour ceux qui ont levé la main, vous êtes des victimes. Voilà. Donc faites-vous désintoxiquer.
hein. Faites quelque chose, rompez votre abonnement. Allez chez votre commerçant du coin, il a des choses à vous dire. Alors évidemment, il y a des produits qu'on ne trouve pas facilement. Évidemment, moi aussi, ça m'arrive de temps en temps de l'utiliser. Alors je ne suis pas abonné à Prime, mais posez-vous une deuxième question. Si ce n'est pas cher, est-ce que le produit est à son prix? Bien sûr que non, ou très peu. Mais surtout, comment est-ce qu'on peut, pour un abonnement aussi faible, vous assurer une livraison aussi fréquente? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye à votre place. Celui qui paye à votre place, ça s'appelle un livreur. Lui, il n'a pas de droit, il n'a pas de protection sociale, il n'a pas de revenu de substitution, il n'a pas de chômage, il n'a pas de formation, il n'a pas d'avenir. Tout ça pour que vous ayez Amazon Prime. Levez les mains pour ceux qui vont annuler leur abonnement ce soir, pour voir si j'ai été bon. Personne. Bon, alors j'ai été mauvais. Bien, c'était une petite parenthèse qui me fait toujours plaisir. Et je suis quand même là pour me faire plaisir un peu aussi. Alors, donc du coup, aujourd'hui, on quitte enfin, et j'arrête là, un monde un peu plus monocentré, puisque pour l'instant, les géants du numérique mondiaux sont américains. Hein. Les Facebook, les Google, etc. sont des boîtes américaines. Il n'y a pas de boîte européenne. Hein. On aimerait se faire plaisir avec Blablacar, etc. Mais je veux dire, bon, si Blablacar était un géant qui change la face du monde, ça se saurait déjà depuis très longtemps. Bon, donc ce n'est pas le cas. Et progressivement, on va vers sur un autre. Donc je pense que ce n'est plus le terme de transition, et même s'il est très compliqué, il faudrait parler de métamorphose. Dans une transition, vous savez à peu près vers quoi vous allez. Là, on ne sait pas. Dans une métamorphose, vous ne savez pas ce qui va sortir du cocon. Alors, quand c'est un papillon, vous le savez, mais quelle couleur, avec quelles ailes, quelle forme, vous n'en savez rien. Bon. Donc c'est plutôt une métamorphose. On ne sait pas ce qui nous attend, et c'est ça qui est intéressant. Transition vers quoi? 4 mots très importants. Data, intelligence artificielle, habituez-vous à ces deux termes, vous les entendez déjà très régulièrement dans toutes les conférences, les émissions télé, les trucs, les machins. Vous n'allez entendre parler que de ça pendant les 10 prochaines années. Donc habituez-vous. Deuxième élément, c'est effectivement une bipolarité. Non pas que vous allez tous devenir bipolaires avec vos portables, mais simplement effectivement la fin de la domination américaine et la montée très en puissance de la Chine qui est en train non seulement de les rattraper, mais sur plein de domaines, de les dépasser, mais à plat de couture. Troisièmement, on n'en parlera pas aujourd'hui, une ou quadripolarité, parce qu'effectivement, regardez l'Inde, et politiquement, regardez la Russie, hein, qui était vraiment au bas du trou. Alors économiquement, c'est toujours un désert, hein, la Russie. En plus, il n'y a plus d'hommes, ils vont perdre 30 millions d'habitants, il n'y a plus de démographie. Enfin, je veux dire, voilà, les Ukrainiennes ont un commerce assez répandu à travers le monde. D'ailleurs, pour tous ceux qui vont à Davos, elles sont toutes à Davos en ce moment. Mais pour le reste, personne ne fait d'enfants avec les Russes. Pardon, j'ai dit que les Ukrainiens étaient russes. Pardonnez-moi, je n'ai rien dit. Donc, ce qui est très important, c'est, je reviens sur 3 de ces points. Data et IA. L'intelligence artificielle, c'est juste un truc du début du XXe siècle. Les premières recherches, au début des années 20, mathématiques sur le sujet, rien de neuf dans l'intelligence artificielle. Théoriquement, ça existe depuis toujours. Bon. Pratiquement, ça existe maintenant. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas suffisamment de data à traiter pour la donner à manger à l'intelligence artificielle, pour qu'elle fasse du deep learning, pour qu'elle commence à faire des choses où avant on lui expliquait des règles, maintenant on lui donne un but. C'est un truc de dingue. Vous affectez une mission à l'intelligence artificielle et elle va se débrouiller pour la réaliser. C'est juste incroyable. Et encore, on n'est qu'au début et au soubresaut. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est vers ça, et c'est perturbant pour vous et pour moi, parce que quand on est dans une PME, j'y reviendrai tout à l'heure, une TPE, moi, ma boîte a 35 personnes, enfin une de mes boîtes, l'autre en a une quarantaine. Moi, je suis représentatif comme vous de ce qu'est le tissu des PME françaises, des boîtes de moins de 50, voire de moins de 20 personnes. Comment est-ce que nous, petits entrepreneurs, PME, très petits entrepreneurs, alors c'est pour ceux de moins d'1,50 mètre 50, hein, c'est les Sarkozy de l'économie, donc vous avez effectivement un problème en disant mais il me faut de la data gigantesque pour traiter, mais comment moi, petit entrepreneur, je vais m'occuper de ça? La deuxième chose, c'est que pour que ça marche, il faut donc une data suffisante, et il faut une data contrôlée ou incontrôlée. Alors on le voit aux États-Unis, hein, je ne vous refais pas tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, la data, en fait, personne ne la contrôle. Hein. Aux États-Unis, en réalité, vous pensez qu'elle est à peu près sous contrôle, elle navigue partout. Il y a un scandale sur la data de Facebook et autres à peu près maintenant tous les 15 jours. Bon. Ou alors elle est tout à fait sous contrôle, ce qui est le cas de la Chine. C'est-à-dire que la Chine a compris que la data, c'était la clé du 21e siècle et du siècle d'après. Et donc la data, elle la contrôle à partir du moment où ça sert ses entreprises et son gouvernement.
Et au milieu de ça, on a l'Europe qui a fait la RGPD et qui a dit on va mettre des lignes Maginot partout, sans s'apercevoir qu'effectivement la RGPD va avoir une seule utilité, faire une prime au gros et donner encore plus de pouvoir aux boîtes américaines et demain chinoises. Pas un secteur aujourd'hui qui ne sera touché par toutes ces applications qui sont en train d'arriver, qui vont arriver dans vos smartphones, dans vos logiciels, dans votre cloud, à peu près tous les jours, de façon très très forte à partir de la fin de l'année prochaine. Toutes les applications qu'on voit poindre, notamment en Chine aujourd'hui, sont en bêta, elles sont en train d'être testées sur un marché d'1,5 milliard d'individus, dans lequel le e-commerce, contrairement aux 5% du PIB mondial, représente parfois jusqu'à 70% du PIB sur certaines régions en Asie. Donc l'Asie n'a pas seulement une largeur de data, elle a une profondeur de data. Quand vous prenez WeChat, vous connaissez WeChat? WeChat, aux États-Unis, c'est l'équivalent de 15 entreprises différentes. Vous avez 15 entreprises dans une seule application, plus toutes les applications, effectivement. Vous pouvez tout faire. Donc aujourd'hui, Tencent, qui a lancé WeChat, ou les applications d'Alipay, etc., pour Alibaba, elle n'a pas seulement les données des urbains en Chine, elle a la totalité de leur vie, parce que 60 à 70% de leurs actes quotidiens sont faits à travers cette application. L'année dernière, en 2017, il y a eu le montant des transactions qui sont passées par les deux applis principales en Chine ont représenté plus que le PIB chinois. Vous vous rendez compte de ça? C'est juste colossal. Donc, l'IA ne pouvait pas fonctionner sans data, elle a maintenant de la data, et comme les Chinois la protègent au profit de leur suprématie, ils vont être 100 fois plus forts que n'importe qui sur Terre, y compris les Américains. Eric Schmidt l'a dit il y a 4 ans. Il a dit à Google, écoutez les gars, on est vraiment mal barré parce que les Chinois vont beaucoup plus vite que nous, ils ont de la data, ils ne la contrôlent pas, ils font ce qu'ils veulent avec, y compris dans des excès complètement fous, mais ils vont être les champions du monde. Champions du monde sur l'énergie, champions du monde sur la dépollution où ils vont plus vite que tout le monde, champions du monde sur les smart cities, mais champions du monde aussi sur toutes les dérives qu'on espère ne jamais avoir dans nos économies, sur la sécurité, voire l'excès de sécurité, sur le fait d'être exclu pratiquement de la société si vous êtes en contravention avec le gouvernement. Enfin, je vous laisserai regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus, c'est assez flippant. Donc du coup, le monde devient bipolaire, ce qu'il n'était pas jusqu'ici. C'est ça la clé de la transition numérique aujourd'hui, c'est que tout à coup, une nouvelle économie qu'on n'a pas vu se construire pendant les 30, 35, 40 dernières années est en train de devenir progressivement, par un jeu de Go extraordinaire, le plus grand pays du monde pour l'intelligence artificielle et la data. Et c'est la Chine. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est aujourd'hui leurs applications que vous allez retrouver à travers des boîtes françaises, européennes, dans lesquelles ils ont investi, dans des boîtes dans lesquelles l'Europe investit, puisqu'aujourd'hui la Chine a mis quelques centaines de millions d'euros dans des fonds de la BEI, aujourd'hui de la Banque européenne, etc. Donc aujourd'hui, ils ne le font pas frontalement, ils le font de façon très fine, très intelligente, sans oublier la route de la soie, que vous avez tous suivi, 900 milliards d'investissements, qui leur donnent accès à plus de 70% des hommes et des ressources mondiales à une vitesse folle. Regardez le numérique, on avait dit, bon, avec l'automatisation, on va pouvoir rapatrier des productions en France. Decathlon, on s'est dit, tiens, ça va être l'occasion, regardez le Nord est quand même dans un sale état aujourd'hui. Le Pas-de-Calais est un des départements les plus pauvres de France. On va rapatrier de la production. Peu d'emplois, mais au moins on va la faire chez nous. La route de la soie est bâtie. Il y a aujourd'hui un train qui arrive au Havre en moins de 6 jours, 7 jours depuis la Chine. Plus besoin d'attendre le bateau qui met 3 semaines, 6 semaines, 8 semaines. C'est là en quelques jours. Du coup, Decathlon, comme les autres, ont renoncé à faire ça parce que ça ne sert à rien. Ça arrive très rapidement, en plus, qui était le seul défaut, effectivement, de cette production un petit peu au long cours. Donc, le troisième élément vers cette transition numérique, c'est l'automatisation. Et ça, c'est la vraie question qu'on doit tous se poser, c'est que ça va faire des choses fantastiques. Fantastiques. Tout un tas de tâches humaines qu'on n'a plus envie de faire qui vont être faites à notre place ou qu'on va nous livrer. La question, c'est est-ce que nous allons toujours être en capacité de maîtriser cette machine, cette data, cette proposition? La deuxième question, c'est à partir du moment où toutes les professions sur Terre sont automatisables de 47 à 92%, la seule question que moi je me pose, je ne sais pas, ce serait intéressant de débattre là-dessus, c'est vous êtes chef d'entreprise. Admettons, dans moins de 10 ans,
98% de vos salariés, cadres, agents de maîtrise, ouvriers, sont automatisables à 47 à 92%. Est-ce que vous allez continuer à les traiter de la même façon, sur le même temps de travail, à équipérimètre, avec le même nombre de salariés, admettons que votre croissance soit bonne, que tout se passe bien, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais si 47% de ce qu'il faisait, il ne le fait plus, il ou elle, est-ce que je continue à le payer à 100%? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Donc, je n'ai pas la réponse. Je ne vais pas vous faire flipper pour rien. Peut-être que ça va se passer extrêmement bien. Peut-être qu'il y aura des réflexions politiques, des réflexions européennes, des réflexions mondiales sur le sujet. Il va falloir les avoir. Mais c'est une vraie question. L'infirmière, demain, l'aide-soignante dans l'hôpital, on nous dit, grâce aux robots qui vont l'aider, qui sont très différents de l'automatisation, elle va être libérée d'un certain nombre de tâches, puisque c'est 78% de femmes qui occupent cette profession. Et donc, en contrepartie, elles pourront mieux s'occuper des malades. Ma question, c'est, je suis dans un service public qui fuit l'argent par toutes les pores. Si on me dit que finalement, je pourrais peut-être économiser 10 ou 20% de mon personnel parce que les robots ont remplacé, est-ce que je ne vais pas être tenté de le faire pour réduire les pertes? Si je suis une boîte privée qui est là pour gagner de l'argent, se développer, je suis une EHPAD, une clinique privée, est-ce que je ne vais pas être tenté de réduire mon personnel pour en gagner plus? Non. Donc, je ne vous donne pas la réponse, bonne ou pas, mais je vous dis juste que c'est une question qu'on doit tous se poser. Quelle est la place qu'on va laisser aux hommes quand l'automatisation sera revenue? Et ça, c'est la question clé de cette transition numérique. Bon. Et donc, la dernière chose, peut-être, c'est que, heureusement, la culture va moins vite que la technologie. Moi, une de mes boîtes est une boîte de e-learning. Je peux vous dire que, heureusement, on a pu tenir le coup, mais le marché du e-learning en France a mis 9 années. Moi, j'ai démarré en 2000. J'étais pratiquement le premier sur le marché du e-learning français. Il manquait juste un tout petit élément, le marché. Donc pour un entrepreneur, c'est super d'être premier sur un marché, mais il faut qu'il y en ait un. Bon. Donc du coup, on a réussi à tenir le coup nécessaire, mais 9 années. Tout ça pour vous dire que la culture va toujours moins vite. Aujourd'hui, on pourrait faire de la réalité virtuelle en formation. Je n'ai quasiment pas un client sur 100 qui l'adopte, alors qu'en fait, elle aurait des impacts, un effet, une efficacité 100 fois supérieure. Vous, à Nantes, avec ces bateaux qui sont construits pas très loin, etc., on peut former avant que le bateau soit construit en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Ce n'est pas utilisé, très très peu. Donc la culture, heureusement, j'allais dire presque, dans certains cas, va moins vite que la technologie. Et regardez ce truc de dingue. À chaque fois qu'il y a eu un accident avec un véhicule autonome, ça a fait la totalité des journaux de 20 heures. Je vous rappelle que pendant le même temps, rien qu'aux États-Unis, il y a 88 000 personnes qui meurent chaque année dans un accident de voiture. Ça ne fait jamais un moindre titre, même une virgule dans les journaux. Et là, les mecs de dire on va peut-être retirer un peu les véhicules autonomes, parce que là, ils ont blessé quelqu'un ou ils ont tué une personne. Mais on en tue tous les ans 88 000. Non. Donc, à un moment donné, la culture, la politique du journal de 20 heures, effectivement, l'emporte sur la progression technologique. Mais c'est bien parce que il faudrait qu'on utilise ce temps pour se poser les bonnes questions. J'arrive à ma conclusion. 4e page de mon petit carnet. Donc en France, c'est quoi l'enjeu très rapidement? Et là, je vous le fais très très court. Je ne sais pas où j'en suis en temps. 5 minutes? Bon, alors vraiment très très court. Un truc qui m'a toujours fait rire, pas de risque, pas de chocolat. Vous vous rappelez de cette blague que tous les enfants vous font, pas de bras, pas de chocolat, pas de risque, pas de chocolat. La France a un principe de précaution. Donc par pitié pour tous ceux qui vont rendre ou rejoindre les rangs du président, on lui dit tout le temps, etc. Donc le président actuel avait déjà démarré au ministère des Finances par faire un principe d'expérimentation. Mais on est quand même dans un pays qui s'est interdit de prendre des risques pour l'innovation et qui est obligé de se faire des exceptions d'expérimentation. Donc pourquoi pas simplement supprimer ce truc qui était juste une des 4 grosses conneries de Jacques Chirac, qui non seulement n'a rien fait pendant 12 ans, mais en plus a fait que des conneries. Et notamment le principe de précaution. Le principe de précaution est juste une chape de plomb sur l'innovation française. Il faut arrêter ces conneries. Il n'y a pas que le gaz de schiste dans la vie. Il y a plein de trucs que vous faites tous les jours. Non, ne faites pas ça. Regardez Carmat, le cœur artificiel, obligé de quitter la France après 25 ans de recherche au moment où ils sont au point culminant de leur technologie, parce qu'on ne veut pas leur donner de patients à implanter. Bah oui, vous comprenez, s'il y en a un qui mourrait, ils vont en sauver 1000, 2000, 10 000, 20 000. Ils sont partis aux États-Unis. Quel gâchis, principe de précaution. Donc, il faut absolument, prendre des risques.
Tous les pays qui ont fait de la précaution un principe ont fait de la réussite une exception, ça reste ma devise. Deuxième chose, les PME, mettre le paquet sur les PME. Les PME, c'est le sel de la France, ou le sucre, ça dépend ce que vous préférez. Mais dans les deux cas, c'est bon. Voilà. Ça ne fait pas toujours du bien à la santé, mais c'est bon, ça procure du plaisir. Les PME sont les seuls créateurs nets d'emplois dans tous les pays occidentaux, sans discontinuer depuis 15 ans, aucune exception dans aucun pays. Tous les pays fuient l'emploi en matière, alors pas publique, parce que les collectivités de temps en temps ont tendance à trouver des emplois dont on n'a pas besoin, mais par contre sur la sphère privée, vous prenez tous les grands groupes, ils perdent plus d'emplois chaque année qu'ils embauchent de personnes. Voilà. Et même les EDF, les SNCF, qui soient la Poste, qui font soi-disant pas de plans sociaux, par le jeu des départs, ils perdent plus de personnes chaque année qu'ils n'en embauchent. Donc, c'est vous et moi, les sauveurs de l'humanité. Donc, l'auréole va s'allumer là tout à l'heure. Donc, il faut mettre le paquet sur les PME, et ça tombe bien parce qu'on est juste les plus désespérés face à ces technologies. Il nous manque deux choses. On n'a pas les outils, ou on pense qu'on ne peut pas les avoir, et on n'a pas les hommes, et ça, malheureusement, on sait qu'on ne peut pas les avoir. Comment est-ce que vous arrivez à inciter un élève de l'école 42 à venir bosser dans votre boîte en Corrèze? On était avec des gens de Bourg-en-Bresse l'autre fois, et le député Damien Abad, le pays où il y a la région où il y a la plus grande confiance des chefs d'entreprise. Une des plus fortes croissances françaises, et vous savez pourquoi ils sont freinés? Ils ne peuvent pas recruter. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'urgence, c'est de former ceux dont on a vraiment besoin et d'arriver à les faire venir dans nos entreprises, dans lesquelles, en plus, ils vont s'éclater 100 fois plus que n'importe où ailleurs. Bon. Donc, le paquet, c'est ça. Troisièmement, de l'argent. Ce n'est pas les Roumains dans les rues de Paris, dis l'argent, s'il vous plaît. C'est de l'argent pour faire des emplois. De l'argent pour faire des emplois, ça veut dire simplement qu'en France, où on a pourtant un des private equity qui marche le mieux d'Europe, au pays des aveugles, vous savez, les borgnes sont toujours rois. C'est juste 34 fois moins qu'aux États-Unis. C'est 58 fois moins par habitant qu'en Israël ou en Chine. Arrêtons les conneries. Ne me dites pas que nous n'avons pas les moyens, avec 1800 milliards d'épargne, d'investir un tout petit bout de ce gâteau dans nos PME et nos PMI. Bon. Donc il faut mettre le paquet. Il faut qu'on ait des hommes, il faut qu'on ait des outils, un accompagnement, et c'est là où le rôle des territoires, le rôle de la sphère publique, etc. Aujourd'hui, la Chine, pourquoi ça marche? Le gouvernement est dedans, les régions sont dedans, les maires sont dedans. Donc ce n'est pas le privé fantastique face au public qui est nul, non, c'est les deux ensemble pour réussir ça. Et donc la clé, c'est les territoires. Donc le quatrième élément, c'est les territoires. Cinquièmement, nous, en tant que dirigeants, on doit se remettre en cause aujourd'hui. Je crois que les dirigeants français de PME ont combien? 62, 63 ans de moyen âge. Ce n'est pas très vieux, 62 ans. Mais néanmoins, vous et moi, on doit se l'avouer, ce n'est pas nous les digital natives. Donc toute cette culture du smartphone qui avant faisait du B2C, maintenant du B2B2C, maintenant du B2B aussi. Il faut qu'on se mette dedans, il faut qu'on s'entoure de gens qui savent mieux que nous. Et ça, c'est le frein principal du dirigeant français, on le sait, mais aussi italien, anglais, allemand. On a un vrai problème avec ça. Donc il faut qu'on se remette en cause et il faut qu'on soit aidé pour ça à le faire. Et puis surtout, arrêtons les débats sur tous les plateaux télé que j'ai là. Je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance de fréquenter régulièrement, entre ceux qui disent l'intelligence artificielle et l'automatisation va tuer tous les jobs, et ceux qui disent mais t'inquiète pas, Schumpeter va, il va les recréer. Bon. Ils n'en savent rien, ni moi d'ailleurs. Donc le vrai truc, c'est pas de savoir si Schumpeter va sortir de sa tombe pour recréer des emplois. Les morts, ça ne crée pas des emplois. Schumpeter, il ne va pas sortir de sa tombe et va créer des emplois à votre place dans votre boîte. C'est vous qui allez les créer. Donc il faut d'urgence sortir des débats stériles et travailler un petit peu là-dessus. Donc ce que j'aurais tendance à dire pour conclure, c'est il faut un projet de société. Et ça, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, les cadres que vous êtes, tous ceux qui travaillent, les jeunes, les étudiants, ceux qui sont là aujourd'hui, les innovateurs, il faut tous se mettre au boulot pour définir dans quelle société on a envie de vivre. C'est ça l'urgence. Je pourrais vous parler d'outils, d'IA, aller plus loin dans la technicité, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ce n'est pas intéressant. Tu sais manier l'IA, la technique, tu sais programmer, tu sais coder, mais pour faire quoi? Pour construire quoi? Pour qui? Pour qui tu prépares une place pour demain? C'est ça la vraie question. Donc s'il doit y avoir un grand débat national, puisque c'est lancé dans notre pays, c'est à ça qu'il devrait servir. Définir une vision française et européenne. Il n'y aura pas de vision de la France toute seule sans l'Europe. Si on veut la faire rebondir, c'est comment est-ce que des champions du digital,
nos grandes entreprises et nous toutes petites vont pouvoir être associées avec les territoires pour rebondir et nous offrir un rebond et donc une vision pour les hommes et les femmes qui sont sur ces territoires. C'est ça la grande question à se poser. Troisièmement, ou quatrièmement plutôt, le paquet sur les PME, j'ai déjà dit. Bon, cinquièmement, il faut peut-être apprendre le chinois, ça peut éventuellement être utile, donc je vous le conseille quand même, gardez-le en réserve comme plan B, on ne sait jamais. Sixièmement, bien évidemment, c'est la préférence européenne. Alors dans la bouche d'un entrepreneur, plutôt libéral comme moi, vous dites mais qu'est-ce qu'il a fumé? Alors, la réponse est rien, je fais du sport, j'ai jamais fumé. J'ai jamais pris un truc qui fait du mal au corps, ça ne m'empêchera pas de mourir comme tout le monde, mais en tout cas, il y a une certitude, hein, c'est que la préférence européenne, elle est essentielle et c'est le bon moment de se la poser. Je ne parle pas de la préférence nauséabonde des partis populistes, je vous parle de est-ce qu'on va donner une préférence de marché à 10 champions sur 10 secteurs clés de la technologie demain, la santé, l'IA, l'accès à l'énergie, la smart city. Il y a 10 secteurs clés absolument. Est-ce qu'on va leur donner la préférence au moins pendant 5 ans? Est-ce que tous les marchés publics iront vers cette boîte en priorité? Est-ce que tous les smartphones vendus en Europe auront comme icône Quant à la place de Google, Stuart à la place d'Amazon? C'est ça la question. OVH à la place du cloud, de Microsoft, etc. C'est ça la question. Et donc, comme vous le faites pour vos enfants, pendant 5 ans, vous ne les laissez pas traverser la rue tout seuls. Et bien, une fois qu'ils sont grands, qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants, qu'ils ont un marché européen, laissez-les aller se battre avec les autres, parce que c'est ça la vraie vie. On ne peut pas mettre les gens sous cloche. Le fait de mettre les gens sous cloche ne les a jamais immunisés. Dès qu'ils sortent de la cloche, ils attrapent toutes les maladies. Donc la préférence européenne, c'est l'essentiel. Ça va leur donner de l'espoir aux entrepreneurs européens. Ça va leur donner la capacité d'avoir un marché avec une taille critique. Et si demain, on n'est pas trop bête, on s'associe avec l'Afrique et on a une zone de 2 milliards d'individus sur lequel on peut essayer des modèles incroyables, du Sahel jusqu'à Nantes, de Paris jusqu'en Italie, et on fait 2 milliards d'individus. La zone de la Chine aujourd'hui en Asie, elle est de 2 milliards d'individus. On peut peser 2 milliards d'individus. Ce n'est pas facile, ça ne va pas se faire tout seul, ce n'est pas très simple, mais c'est faisable. Et on a 5 ans pour le faire. Parce que Alibaba, Tencent commencent à faire leur tournée africaine maintenant. Ils voient bien que le prochain, espèce de prochain territoire à conquérir par le digital dans un pays où tout le monde a un, voire 2 téléphones, c'est l'Afrique. C'est le pays qui aura la plus grande démographie avec l'Inde pour les 30 prochaines années encore. Et donc c'est là où vont se développer des choses incroyables. Donc PME, TPE, vous, mes frères entrepreneurs et sœurs entrepreneurs, allez faire un petit tour en Afrique. Ce n'est pas des marchés simples, ce n'est pas des marchés faciles. Air France nous emmerde parce que les prix sont monopolistiques et donc sont trop chers. Mais allez-y, hors période scolaire. Bon, ça coûte moins cher. Donc, du coup, allons-y très vite. Et je pense que si on veut une transition numérique réussie, posons-nous la question du pourquoi. Posons-la, nous, ensemble, sur les territoires, sphère publique, sphère privée. Et je peux vous assurer que si tout le monde participe à ce débat, si on a en permanence la question du comment à l'esprit, du pour qui, du pourquoi plutôt que du comment, on va réussir juste un truc incroyable ensemble et c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux pour les 20 prochaines années. Merci de votre attention. Et maintenant, champagne! Non, c'était quoi? Il y a des questions? Non? Qu'est-ce qui est prévu? Non, c'est tout? Bon, alors, bonne soirée.